Les procurations, quelques-uns nous ont quittés depuis la suspension de séance. Donc, Michel Vienneau donne procuration à Françoise Branger, Monsieur Marguet à Béatrix Loison. Tu restes là, tu fais quoi? Bon. Tu auras le temps de voter quelques rapports. Alors, donc, après, Françoise, tu prendras le pouvoir de Michel Viennet. Et puis, donc, Serge Cagnon, à votre serviteur. Je vous propose, il est 18h20, que nous prenions la 3e commission. Nous essayons d'aller au bout. Allez. Rapport 301, Madame Rochebaud. Merci Madame la Présidente. Donc, le rapport 301 concerne l'éducation et ce rapport regroupe les nombreuses interventions de la collectivité en matière éducative, essentiellement en direction des collèges et des collégiens d'établissements publics ou privés. La politique éducative vise avant tout à favoriser la réussite, le développement et l'épanouissement des collégiens. Et le département intervient non seulement sur les compétences socles dévolues par la loi, mais met en œuvre des dispositifs complémentaires à ceux de l'éducation nationale dans le domaine des actions périéducatives et culturelles. L'année 2015 a été marquée essentiellement par la poursuite du travail partenarial avec les services déconcentrés de l'éducation nationale et les collèges publics, avec les contrats d'objectifs tripartites triennaux, la mise en œuvre du programme de modernisation des collèges, avec l'achèvement de l'opération du collège Diderot à Besançon, dont l'inauguration est prévue le 29 mars 2016, la continuation des opérations de restructuration des collèges Jean-Jacques Rousseau à Vougeaucourt, La Source à Mout, le démarrage en juin 2015 de la restructuration partielle des locaux du collège Guinemer à Montbéliard. Par l'adoption de l'agenda de l'accessibilité programmée, soit plus de 4 millions prévus d'ici à 2024, la signature le 20 juillet 2015 de la convention avec le rectorat relative à la nouvelle gouvernance de l'informatique dans les collèges publics découlant des dispositions de la loi Peillon, le déploiement par la collectivité dans le cadre de la première phase du plan national en faveur du numérique pour l'éducation au collège Diderot à Besançon et Jean Jaurès à Saint-Vite, des infrastructures et des chariots mobiles de tablettes nécessaires. La déclinaison du projet départemental doit viser à répondre aux principaux enjeux suivants. Donner aux collèges et aux élèves des équipements performants et adaptables aux évolutions pédagogiques. Renforcer l'autonomie des EPLE dans la définition et la mise en œuvre des actions périéducatives et tenir compte des contraintes budgétaires de la collectivité. Les orientations de la politique éducative ont pour objectif majeur de renforcer la gouvernance partenariale avec l'éducation nationale et les EPLE, d'accompagner la montée en puissance progressive du numérique éducatif, tant en termes de connexion au très haut débit que du développement des usagers, d'optimiser les moyens financiers du département accordés aux collèges. L'année 2016 se caractérisera par la première année de mise en œuvre des mesures du projet départemental, dont notamment un nouveau cadre de la gouvernance des collèges, une redéfinition du plan de modernisation des collèges dont la programmation des 9 opérations restantes sera examinée lors du vote du BP 2017, une adaptation des moyens alloués aux collèges dans un souci de renforcer leur autonomie dans la gestion des établissements, avec engagement d'une réflexion pour mettre en place un fonds d'aide à la scolarité dont la gestion pourrait être confiée aux collèges. L'achèvement des opérations de restructuration précitées des collèges de Vougeaucourt, Mout et Guinemer à Montbéliard, le renforcement significatif en matière de numérique éducatif, en passant par la mise en œuvre dès 2016 d'un programme d'accompagnement des collèges en matière de connexion au très haut débit, soit par raccordement à la fibre optique, plan départemental, soit par d'autres solutions alternatives, notamment par voie hertzienne. La montée en charge progressive en compétences, afin d'être en capacité d'ici fin 2017 d'exercer la plénitude des responsabilités confiées par la loi Peillon, la refonte de l'architecture réseau des collèges pour leur permettre de s'adapter aux exigences en matière de THD, de dispositifs Wi-Fi et de télémaintenance.
Donc, s'agissant du déploiement du plan national numérique pour l'éducation, une étape importante sera réalisée en 2016 avec trois nouveaux collèges publics qui ont été retenus par le ministère, donc, qui sont les collèges Jean-Jacques Rousseau à Vougeaucourt, Montmiroir à Mèche et Pierre Vernier à Ornans. Ces expérimentations, donc toujours sur la base d'équipements en chariot mobile équipés de tablettes, utilisables uniquement au sein des établissements pour les élèves de 5e et leurs enseignants. Une réflexion sera lancée en 2016 sur la modification de la sectorisation de certains collèges, notamment ceux situés dans l'agglomération montbéliardaise. Et sur le plan de la restauration, la démarche qualité sera développée pour présenter une offre alimentaire diversifiée aux demi-pensionnaires, respectant les règles en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'équilibre nutritionnel. Et par ailleurs, la recherche de mutualisation des équipements est toujours d'actualité, avec une exigence que les communes et les EPCI intéressés participent financièrement par voie de convention à l'investissement, aux dépenses de grosses réparations ultérieures et surtout aux dépenses d'exploitation des services. Et un effort sera fait pour développer le recours aux circuits courts d'approvisionnement, notamment avec le dispositif AgriLocal. Au BP 2016, le total des crédits dédiés à la politique éducative s'établit à 23 millions d'euros. Donc, en ce qui concerne le budget 2016, au niveau des interventions en faveur du patrimoine bâti et des équipements, cela représente un total de recettes de 14 729 700 euros et un total de recettes de 155 000 euros. Le premier point concerne le programme de modernisation des collèges, avec des dépenses à hauteur de 8 586 700 euros et des recettes à hauteur de 25 000 euros. Les crédits de paiement concernant les opérations d'ores et déjà en phase travaux se montent à 7 070 000 euros et concernent le collège Diderot à Besançon pour 380 000 euros, le collège Guinemer à Montbéliard pour 910 000 euros, le collège La Source à Mout pour 4 530 000 euros et le collège Jean-Jacques Rousseau à Vougeaucourt pour 1 250 000 euros. 25 000 euros sont inscrits pour la mise en œuvre des transferts fonciers des collèges restructurés et une recette est inscrite à hauteur de 20 000 euros qui correspond au certificat d'énergie relatif à l'opération de restructuration du collège de Vougeaucourt. Donc, concernant la nouvelle programmation des collèges, je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé en introduction. Et des crédits de paiement sont inscrits à hauteur de 1 420 000 euros pour mener à bien les études de la nouvelle programmation, les travaux et prestations de maîtrise d'œuvre sur certains sites et pour réaliser des travaux de remplacement des menuiseries extérieures du site de Villers-le-Lac, collège de Morteau-Villers-le-Lac. Il est également proposé le vote d'un complément de 2 millions d'euros à l'autorisation de programme relative à l'opération de programme de restructuration du collège de Quingey afin de poursuivre les études. En fonctionnement, des crédits de paiement sont inscrits sur ces autorisations d'engagement à hauteur de 71 700 euros pour couvrir les dépenses notamment de jurés de concours et primo-candidats, d'assurance dommages ouvrages, de frais d'actes et de contentieux, de frais de reprographie et de location immobilière et charges. Et il est également nécessaire de voter une autorisation d'engagement complémentaire pour le collège de Quingey à hauteur de 60 000 euros. En ce qui concerne le programme de grosses réparations et d'entretien, des dépenses qui s'inscrivent à hauteur de 2 381 000 euros, avec des crédits simples à hauteur de 1 365 000 euros afin de procéder à des travaux de gros entretien, y compris d'accessibilité des établissements recevant du public. Donc, des travaux de grosses réparations dans les collèges dont le département est propriétaire et ceux mis à disposition à hauteur de 1 050 000 euros, dont vous retrouverez la liste des opérations envisagées en annexe 3. 300 000 euros inscrits pour des travaux d'amélioration des installations de génie climatique dans les collèges, 10 000 euros d'études externalisées et 5 000 euros pour des frais d'insertion. En ce qui concerne le fonctionnement, 1 16 000 euros de crédit simple pour l'entretien courant pour 475 000 euros, l'entretien des terrains, parcs et jardins à hauteur de 50 000 euros, l'achat de fournitures nécessaires pour les travaux réalisés par les agents des collèges à hauteur de 60 000 euros,
la manutention, l'enlèvement d'encombrants pour 10 000 €, la maintenance des installations de génie climatique pour 400 000 €, la maintenance de la plateforme collaborative pour 20 000 € et les frais de reprographie à hauteur de 1 000 €. En ce qui concerne les équipements mobiliers et matériels, des dépenses à hauteur de 559 000 €, des recettes à hauteur de 29 000 €. Les crédits simples inscrits à hauteur de 559 000 € correspondent à l'acquisition de mobilier administratif et scolaire, ainsi que de matériel pour les personnels techniques des collèges. Une recette est inscrite à hauteur de 29 000 € et qui correspond à la participation de certains collèges pour l'acquisition de matériel, notamment de lave-batterie. Pour les achats d'énergie, des dépenses inscrites à hauteur de 3 203 000 € et des recettes inscrites à hauteur de 101 000 €. Les crédits simples à hauteur de 3 203 000 € correspondent aux dépenses d'achat d'énergie pour le chauffage des collèges, avec 172 000 € pour les combustibles bois, 905 000 € pour le gaz, 1 360 000 € pour l'électricité, 541 000 € pour le chauffage urbain et 225 000 € pour le fioul. Il faut noter qu'une réduction de 9 % des dépenses de gaz est attendue, compte tenu de l'évolution du marché du gaz entre avril 2015 et décembre 2015, ainsi qu'une réduction de 7 % des dépenses d'électricité au regard des résultats obtenus fin novembre lors des consultations menées par l'UGAP. S'agissant des dépenses de fonctionnement concernant les collèges publics, elles s'établissent à 7 753 500 € et incorporent le montant des dotations annuelles de fonctionnement et des subventions au titre de l'enlèvement des ordures ménagères versées aux établissements à hauteur de 2 442 746 €. Dans ce dernier montant, les charges de viabilisation sont valorisées à hauteur de 414 957 €. Le total des charges de viabilisation s'élève en 2016 à 3 617 957 €, contre 3 769 607 € réalisés en 2015, soit moins 4 %. Et sont prévues en recettes une inscription à hauteur de 101 000 € qui concerne principalement les remboursements de charges liées à l'énergie, y compris pour les logements des collèges. En deuxième point, ce qui concerne les interventions de soutien à la formation, des dépenses inscrites à hauteur de 4 298 600 € et des recettes à hauteur de 182 000 €. Pour les aides au fonctionnement, une inscription de 2 876 000 € est prévue, correspondant aux prévisions des dotations de fonctionnement des collèges, en prenant en compte la mutualisation de la totalité de l'ensemble de l'énergie par la collectivité, des crédits à affecter au titre des classes relais, des ordures ménagères et du fonctionnement des collèges des 3 départements limitrophes accueillant les élèves du Doubs, ainsi que des crédits restants disponibles pour pallier les demandes d'ajustement nécessaires en cours d'année. Pour ce dernier point, il convient d'anticiper la disparition de la cité scolaire Montjoux, ayant pour conséquence la reprise intégrale de tous les contrats par le collège et un travail à conduire avec la région concernant la restauration, les personnels et les logements de fonction. Un crédit de recette est inscrit à hauteur de 87 000 € en ce qui concerne les participations interdépartementales. Et cette inscription est basée sur la recette réellement perçue en 2015 au titre des élèves de la Haute-Saône scolarisés au collège de Rougemont. Pour les frais de nettoyage des locaux scolaires, une inscription à hauteur de 50 000 €, 2 100 € pour le matériel d'infirmerie. Dans le domaine du numérique, donc, qui constitue un enjeu très important pour notre collectivité en ce qui concerne l'éducation, des dépenses inscrites à hauteur de 1 330 000 € et des recettes à hauteur de 90 000 €. Au niveau de l'investissement, une inscription à hauteur de 1 110 000 € qui correspond à une augmentation importante par rapport au BP 2015 et qui fait suite à la mise en œuvre des dispositions de la loi Peillon. La dotation TIS affectée aux établissements passera de 100 000 € à 150 000 € et le déploiement de la seconde phase du plan numérique national, donc qui concernera les collèges de Vougeaucourt, Mèche et Ornans, consistera en l'achat de 23 chariots mobiles équipés chacun de 15 tablettes valorisées à 230 000 €, une réalisation d'études préalables 60 000 € et des travaux d'infrastructure, câblage, réseau, Wi-Fi chiffrés à 200 000 €.
l'acquisition de logiciels pour les collèges à hauteur de 50 000 €. Et en recettes, nous attendons une participation de 90 000 € venant de l'État par rapport à la subvention accordée dans le cadre du déploiement du plan numérique national. En fonctionnement, une inscription à hauteur de 220 000 € qui correspond au paiement en année pleine de la participation versée au rectorat pour 112 000 €, aux dépenses relatives à la maintenance des installations informatiques et de téléphonie des collèges pour 60 000 € et aux dépenses de souscription des abonnements nécessaires aux connexions de certains établissements au haut débit ou au très haut débit pour 48 000 €. Et pour les autres dispositifs, des dépenses à hauteur de 40 500 €, des recettes à hauteur de 5 000 €. Donc au niveau des dépenses, 30 000 € pour les EMOP, qui sont des agents affectés dans les lycées et qui ont vocation à intervenir dans les collèges pour effectuer des travaux de rénovation de locaux. 9 000 € d'inscrits pour le transport des collégiens de 3e au forum de découverte de métiers, qui ont eu lieu dans les 3 bassins du département. 1 500 € inscrits pour procéder au remboursement des dépôts de garantie versés dans le cadre des occupations de logement. Et des recettes attendues à hauteur de 5 000 € qui concernent les remboursements de prêts étudiants. En ce qui concerne la restauration, donc des dépenses inscrites à hauteur de 276 700 € et des recettes inscrites à hauteur de 1 762 534 €. Le versement de contributions à hauteur de 274 000 € concerne 70 000 € pour 70 000 € la ligne moyens spécifiques qui prend en compte les frais de transport des repas et les subventions d'équilibre pour les 7 collèges dont les repas sont fournis par un autre établissement, une collectivité ou un prestataire privé, et une inscription d'un crédit de 204 000 € concernant la contribution à la demi-pension du collège de Saint-Vite. En dépenses diverses, 2 700 €, dont 1 000 € dans le cadre de l'exposition sur le thème gaspillage alimentaire et 1 700 € afin d'assurer l'abonnement pour l'exercice 2016 du laboratoire vétérinaire du département. Des recettes à hauteur de 1 762 534 € relatifs au reversement des services de restauration et d'hébergement. Et nous proposons également une inscription de recettes à hauteur de 4 534 € qui correspondent à une recette de l'État à percevoir dans le cadre d'un appel à projet sur la nutrition. En ce qui concerne le soutien aux collèges privés, des subventions d'investissement à hauteur de 360 000 € qui correspondent à la même inscription que pour le BP 2015. Et en ce qui concerne les forfaits d'externat, une dépense inscrite à hauteur de 2 373 000 € avec pour 1 146 000 € pour le forfait externat par matériel et 1 227 000 € pour le forfait externat par personnel. Pour les aides à la scolarité, donc les aides à la scolarité permettent à chaque collégien de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions et ces aides sont apportées aux élèves issus des familles les plus modestes. Le dispositif Cantine pour tous, une inscription à hauteur de 434 000 €. Les bourses d'études, des dépenses à hauteur de 185 000 €. Les bourses classes de découverte, des dépenses inscrites à hauteur de 120 000 €, avec un recentrage à partir de la rentrée scolaire 2016 uniquement de ce dispositif uniquement sur les collégiens publics et privés. Et puis un rappel donc, des autres aides à vocation culturelle et environnementale accordées à nos collégiens. Donc, le département alloue à tous les collégiens des aides non comprises dans ce rapport qui concerne le parcours du collégien, avec une inscription au BP 2016 que l'on verra tout à l'heure dans le rapport 305 à hauteur de 236 000 € et au titre des appels à projets sur la piste des espaces naturels sensibles, une inscription à hauteur de 15 500 € que nous retrouverons dans le rapport 303. Donc pour la politique éducative, le département consacre 23 millions d'euros en faveur des collégiens, auxquels s'ajoutent les dépenses de rémunération des agents techniques départementaux, estimées à plus de 13 millions d'euros.
Donc le projet de délibération reprend toutes les diverses inscriptions que je viens d'évoquer et puis concerne également la prorogation par voie d'avenant à la convention de partage des compétences entre le département du Doubs et les collèges jusqu'au 1er septembre 2017. La convention type d'aide à l'investissement des collèges privés sous contrat d'association, l'annexe 6. Approuver le barème également des aides aux familles des bourses classes de découverte pour 2016-2017 en annexe 7 et autoriser Madame la Présidente à signer au nom de la collectivité les conventions avenant pièces annexes et documents comptables correspondant à l'utilisation des crédits sollicités dans le rapport dans les conditions habituelles. Voilà. Et vous retrouvez tout le détail dans les annexes qui suivent. Merci Madame Rochebaud pour ce rapport détaillé et important. Donc, je vais laisser la parole à Rémi Nappé. Oui, merci beaucoup. Donc mes chers collègues, vous vous doutez bien que si tout à l'heure, avec la première, on a été globalement satisfait et qu'on a apporté notre soutien à vos propositions, il n'en sera pas tout à fait de même sur ce rapport-là. Pourtant, il y a des choses qui nous conviennent bien. L'augmentation des crédits pour le développement numérique éducatif, c'est une très belle chose. Le maintien de cantines pour tous, des bourses d'études, ça c'est très bien. Le fait d'attaquer rapidement la modification de la sectorisation sur le pays de Montbéliard, là aussi, puisqu'on sait par exemple que Guilmer va exploser. Voilà, mais ça s'arrête là pour la satisfaction. Le reste, eh bien, on vous l'a dit déjà depuis un moment. On trouve que c'est bien loin la fin d'année pour la remise en place de ce PPI et ça pose quand même quelques difficultés. La preuve, c'est que l'investissement va baisser de 26% et ça, je pense que c'est quelque chose que nous, on n'accepte pas. On avait imaginé terminer rapidement la réhabilitation des collèges. Vous ne le ferez pas, tant pis, dommage. Il faut aujourd'hui pouvoir expliquer à Quingé que les études vont un petit peu durer longtemps pour qu'on arrive à ne dépenser les crédits qu'en 2017. Expliquer au maire de Sensé que j'ai rencontré hier soir et qui m'a posé la question de savoir si sa cantine allait se réaliser cette année, puisqu'on fait une cantine commune école primaire et collège. Donc, j'ai pour mission, dès le vote de ce rapport, de contacter Fred Cartier pour lui dire ce qu'on aura décidé. Mais je vais lui dire qu'il n'y aura pas de crédit du tout cette année. Et puis un certain nombre d'autres points, parmi lesquels la disparition des aides pour les enfants de maternelle et de primaire qui vont en classe de découverte. Je l'ai dit en commission, ça risque de faire disparaître la possibilité pour un certain nombre d'écoles d'aller en classe de découverte parce qu'on avait en gros un tiers des élèves de primaire et maternelle qui bénéficiaient de ces aides, qui s'ajoutaient bien sûr à celles de la commune, voire de la Comcom, mais qui étaient souvent décisives, surtout depuis que depuis plusieurs années la CAF s'était désengagée. Et je pense que désormais, certaines classes ne partiront plus. Et ça va aussi mettre en danger les lieux d'accueil qui pouvaient recevoir ces classes de découverte, où là encore, on va mettre en danger sans doute certains emplois. Donc naturellement, sur ce rapport, nous voterons contre. Merci, Madame Le Mercier. Alors moi, j'avais juste une petite chose à dire à propos de l'inauguration d'Hydro. Gérard Galliot et moi-même, on a regretté de ne pas avoir été associés, ou au moins consulté à propos de la date et puis de l'heure de l'inauguration. D'autant qu'on siège au conseil d'administration. Donc voilà. Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais sur les inaugurations où je suis présente, je cale déjà mon agenda. On a eu beaucoup de difficultés entre le principal du collège. Vous avez vu que le recteur était là, le préfet était là, votre serviteur. Donc, ce n'était pas évident du tout. Et on s'est calé avec les 4 dates et on n'a pas consulté. Je vous le dis, c'est quasi impossible de consulter l'ensemble des... Après, on fait des choix. Moi, certaines fois, je ne peux pas aller à certaines inaugurations, donc j'envoie les VP. Il faudra que vous essayiez de vous... Et ça ne s'est jamais fait antérieurement, je vous le dis. Jamais on a consulté un conseiller général du secteur pour mettre une date d'inauguration d'un collège.
Vas-y, tu as la parole. J'ai demandé quel était l'usage, hein, et visiblement si vous étiez consulté. Voilà. Alors, je pense qu'il y en avait certains consultés, d'autres un peu moins, me semble-t-il. Moi, je me rappelle de l'inauguration du collège de Mèche, où j'ai eu beaucoup de difficultés pour m'y rendre, alors que c'était un des premiers collèges qui a été restructuré. J'ai eu beaucoup de difficultés de m'y rendre parce que c'était un jour où j'étais en pleine activité, mais j'ai fait le choix quand même d'aller à l'inauguration du collège et sécher un peu le monde de l'entreprise, très simplement parce que ce dossier, je l'avais porté pendant des années. Donc, si vous voulez, c'est quasi impossible. On essaie de se caler le maximum par rapport à... pour qu'il y ait le plus de participation possible, mais ne me demandez pas de vous appeler chacun pour une inauguration. C'est impossible à gérer au niveau de l'agenda. Impossible. Vas-y. Oui, je ne crois pas que je me sois fait comprendre, mais ce n'est pas grave. Alors, moi, vous savez que je n'étais pas là avant, donc je trouve ça regrettable que vous n'ayez pas été invité à l'inauguration de Mèche, c'est tout. C'est pas que nous fassions du copier-coller, hein, loin s'en faut, c'est que pour toutes les dates d'inauguration, c'est déjà très très difficile de caler les agendas. Donc là, voilà, on est resté avec ces dates-là. Ça fait combien de mois qu'on cherche une date pour l'inauguration de ce collège? Quelques mois. Donc voilà. Et ça a presque encore failli être modifié une fois. Donc voilà. Je suis désolée, mais il en sera ainsi. Je ne peux pas vous consulter. Je voudrais revenir 2 minutes sur par rapport à Rémi, bien entendu. Alors, regrettable de ne pas terminer la réhabilitation des collèges, même dans le PPI que vous aviez prévu. Je ne sais pas comment vous auriez fait. Hein. Ça, c'est le... Ben oui, non, mais je crois qu'à un moment donné, entre le PPI, les intentions, et puis ce que nous pouvons faire financièrement et ce qui est engagé, il y avait quand même, me semble-t-il, plus qu'un pas, hein, et plus qu'un collège aussi, hein, je m'entends. Dès l'instant où nous avons fait des choix et nous les assumons parfaitement, nous vous avons indiqué que pour nous, la majorité, ça serait la réhabilitation de l'ensemble des collèges qui n'avaient pas été restructurés. Alors, quant au fait de mettre au péril les uns et les autres, je crois, et Rémi, tu es, me semble-t-il, maire d'une collectivité encore, donc j'y étais pendant quelques années, je sais un petit peu comment on fonctionne, au niveau de la Comcom aussi. Vous faites des choix aussi, hein, et je ne suis pas persuadée que les uns et les autres, dans nos budgets respectifs, qu'ils soient au niveau de la commune et des EPCI, nous ayons la même voilure que ce que nous avions l'année d'avant. On ne peut pas imaginer, avec les 0% d'augmentation d'impôts, ce que nous avons décidé, de pouvoir continuer à mener l'ensemble des opérations. Ça, c'est le premier point. Et puis, ça ne vous a pas échappé, vous vous réjouissez de la montée en puissance de la loi Peillon. Je vous rappelle simplement que la loi date de 2013 et que, mes chers collègues, vous ne l'aviez pas mis en application. Ouf, si peu, même la convention, on peut le dire avec sourire, même la convention n'était pas signée. J'ai dû ramer pour avoir quelques autorisations vis-à-vis de l'État pour pouvoir prolonger, vous l'avez compris, qu'il n'y ait pas rupture 2017, voire 2018. Et les crédits qui étaient de 530 millions sont passés à 1 130 000 €. Donc voilà, on vous l'a dit, le choix, il n'est plus sur des collèges neufs, il est bien sur les moyens donnés aux collégiens, et je crois que là aussi c'est une belle avancée, vous le soulignez, vous n'auriez pas fait le même choix, mais on vous le disait avant, nous n'aurions pas fait ce choix-là non plus, donc nous restons sur nos choix respectifs, et voilà quoi, vous ne voterez pas ce rapport, nous le voterons. Vous auriez peut-être pu vous abstenir parce qu'il y avait quand même un pas important
concernant le numérique, et il m'avait semblé que c'était là aussi un domaine de compétences sur lequel vous vouliez partager avec nous dans cette enceinte, en tout cas la montée en puissance. Après, on ne va pas se fâcher par rapport à un rapport. Je crois simplement, quant au maire de Sensé, que je connais bien, de la nouvelle commune, hein, puisqu'il y a la fusion des deux Sensé, me semble-t-il, hein, mais peut-être que je n'ai pas les bonnes informations, le fait de faire cette cantine n'engendre en rien le projet qui peut être défini plus tard. Hein. Voilà, donc je crois que là aussi, a-t-il budgété tout ça dans son budget 2016? Je ne pense pas, d'après les éléments que j'ai, qu'il ait mis ça dans son budget et qu'il ait mis la somme correspondant au montant de subvention de la collectivité départementale. Mais nous aurons l'occasion, et tu vas puisqu'il a pris ton attache et que tu es donc le conseiller départemental du secteur, pour les bonnes comme pour les moins bonnes nouvelles, tu vas remplir ton rôle de conseiller départemental. Madame Corinne Gasperoni. Oui, merci, Présidente. Madame la Présidente, vous m'avez rassurée hier sur ma légitimité d'élu de terrain. Je vais donc revenir sur le sujet des collèges. Chaque débat attaché à l'éducation étant l'occasion de tenter d'obtenir des précisions sur vos objectifs. En repensant à votre réponse d'hier et après discussion avec mes collègues, nous avons constaté unanimement que nous n'avions pas plus d'informations avant ce Conseil qu'après la journée d'hier et même celle d'aujourd'hui. En effet, nous avons à ce jour 3 scénarios différents, voire contradictoires. Dans la presse de samedi, vous avez déclaré « Nous n'avons plus les moyens de construire de nouveaux collèges, mais tous les collèges qui n'ont pas été restructurés le seront d'ici la fin du mandat. » Donc, Betoncourt et Rimoncourt seraient donc restructurés, je les mets entre guillemets, pour un coût très important vu leur état. Deuxième possibilité, dans le rapport 301, le regroupement des collèges de Sloncourt et de Rimoncourt est envisagé en fonction de la croissance des effectifs, croissance déjà connue de l'inspection académique pour les quelques années à venir. Donc, Sloncourt pourrait disparaître en étant absorbé par Rimoncourt. Troisième chose, lors de notre réunion de travail en amont du 24 février sur votre projet, vous avez affirmé plusieurs fois « aucun collège ne disparaîtra ». À défaut d'être têtu, je suis peut-être obtuse, mais je ne comprends toujours pas dans quel sens va votre projet et je serai bien en peine de rapporter votre position quand on me la demandera. À moins que de nouvelles précisions viennent aujourd'hui éclaircir mon esprit curieux et inquiet pour ces collèges devenus indignes de tous ceux qui y sont scolarisés ou qui y travaillent. Alors, Madame la Présidente, ma question est simple. Quelle est la réponse que nous pourrons donner, la 1, la 2 ou la 3 ? Vous avez parlé d'un scénario. Hein. Donc, dans un scénario, il y a automatiquement plusieurs composantes. Je crois que Madame Rochebeau vous a largement répondu. Nous sommes encore en concertation, oui. Vous en êtes d'accord. Vous me reprocheriez à l'instant de ne pas concerter et de vous donner une réponse aujourd'hui. Alors, les scénarios peuvent s'embriquer l'un dans l'autre. Je parle avec modération. Le choix global, vous l'avez compris, c'est la restructuration de l'ensemble des collèges qui n'ont pas eu d'attention jusqu'à présent dans le projet à la place de l'ancien PPI. Ça, je crois que vous l'avez bien intégré puisque c'est pour ça que vous ne votez pas le rapport. Si j'ai bien compris les propos de notre collègue Rémy. Parler de collège indigne. Oui. Collège indigne, pardonnez-moi, chers amis, mais s'il était tellement indigne que ça, il aurait peut-être fallu commencer par cette restructuration-là sur le périmètre de Montbéliard. Je siège depuis 2001 dans cette assemblée. Depuis 2001, j'entends au niveau du secteur de Montbéliard les problématiques qui sont les vôtres. Alors, encore hier, vous m'interrogiez sur la participation de PMA, mais ne me demandez pas ce que veut faire PMA, moi je n'ai pas les commandes de PMA. Moi je vous dis l'axe qui est le nôtre, avec l'une ou l'autre des possibilités, avec des scénarios. Je vous ai parlé de scénarios. Oui, mais ils sont contradictoires. Pas vraiment. Ils sont adaptables, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui. Donc, ne me reprochez pas sur ce secteur de Montbéliard.
J'ai fait la première réunion concernant les collèges, alors que je ne me déplace pas, en tout cas par rapport au comité de pilotage. Je parle sous contrôle de Magali qui était là, de Virginie, de Florence, du maire d'Hérimoncourt, qui avait-il PMA Betoncourt, pardon. Betoncourt, PMA était représenté, le maire de Montbéliard, etc. Je me suis déplacée personnellement pour qu'on essaie de trouver une solution. Et en vous voyant, et c'est vraiment un clin d'œil, je revois Madame Biguinet à votre place dans l'Assemblée, mais oui, mais qui posait les mêmes questions, demandant au département ce que PMA ne faisait pas. Donc pardonnez-moi, mais moi je veux bien répondre dans ce qui est dans mon domaine de compétences, mais je ne peux pas répondre pour le reste. Donc voilà. Le cap, il est donné par rapport à ces collèges. Très rapidement, la fin de l'année, c'est quand même pas si long, Rémi, hein, par rapport à ce qu'il faut reprendre, parce que, bon, là, pour le coup, la voilure, avec les moyens qui sont dédiés, elle est très différente. Hein, elle est très différente, et vous le reconnaissez aussi que sur le précédent PPI, vous n'auriez pas pu aller à l'allure où vous alliez antérieurement. C'était du quasi impossible, sauf si vous aviez prévu d'augmenter les impôts. Ça, j'ai cru comprendre que vous ne les augmenteriez pas non plus. Donc là aussi, je crois qu'il faut qu'on soit un petit peu cohérent par rapport à ça. Je voudrais revenir 30 secondes sur la loi Payon, parce que c'était quand même un sujet qu'il y a fallu aborder très rapidement dès ma prise de fonction, pressée par le rectorat, mais tu ne seras pas surpris, Rémi, parce qu'il t'avait sûrement déjà sollicité bien en amont. Et bon, c'est vrai que sur certains sujets, on botte en touche un moment, et puis on imaginait peut-être qu'il y aurait un revirement de situation, en tout cas de la part de l'État. Mais je me suis entretenue personnellement, donc avec Madame la ministre, je vous l'avais indiqué, qui a retenu, en tout cas, le projet sur le département du Doubs, avec, je lui ai demandé des aménagements par rapport à cela, parce que j'ai dit, entre le fait de mettre en place au niveau du collège, il y a les investissements, l'aide est quand même minime, vous avez vu l'aide qui vient en contrepartie, donc il ne fallait pas quand même oublier les différents moyens qu'il fallait mettre en place pour pérenniser tout ce système. Donc elle a trouvé que nous avions plutôt une bonne approche, en tout cas, de cette mise en place, qui reste, je le dis bien, supportable cette année. J'ose espérer que là aussi, nous puissions avoir un accompagnement plus important par rapport à cette loi Payon. Je crois que c'est indispensable, hein, par rapport à ce qu'on veut apporter donc au niveau éducatif. Et puis, je crois que ce qu'il faut souligner aussi, pas de fermeture de collège. Vous regardez ce qui se passe autour de nous quand même, hein, dans les territoires qui nous touchent. Donc, il n'y a pas de fermeture de collège. Il me semble que c'est quand même un point important. Nous sommes tous très attachés, notamment alors à l'ensemble des collèges, hein, qu'ils soient dans le secteur urbain, périurbain ou plus rural. Vous savez très bien qu'on a des collèges avec peu d'élèves. Mais là aussi, pour l'équité et l'aménagement du territoire, nous avons souhaité poursuivre et maintenir l'ensemble des collèges. Encore deux petits mots, simplement ce que disait aussi tout à l'heure Myriam, c'est-à-dire que je n'étais pas dans l'équipe précédente. Si j'y avais été, peut-être que j'aurais plus forcé sur certains choix plutôt que sur ce côté. Enfin, je n'en sais rien puisque je n'y étais pas, hein, donc on ne peut pas m'accuser d'avoir fait les mauvais choix. Ah, c'est pas un reproche du tout, hein, vous l'avez compris que c'est pas un reproche. Je replace simplement dans le contexte parce que je vous dis. Le programme des collèges, il a été pensé avant 2004. Il a certes été amplifié à partir de 2004, mais avant 2004, il avait été pensé parce que, je vous le dis très sincèrement, moi, un de mon programme en 2001, c'était le collège Mon Miroir de Mèche, qui a été réalisé, bien entendu, dans la mesure où il devait l'être. Donc, moi, je ne vous fais pas du tout de reproches. Hein. Je rappelle simplement, sans repartir dans le passé, ce qui s'est
passer dans cette assemblée, parce que quelquefois, on a l'impression qu'on colle, on fait des choses comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a de l'antériorité, et pour les plus anciens d'entre nous, on peut se rejoindre sur beaucoup de choses par rapport à ça. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait la volonté politique sur les secteurs respectifs. Et j'en parle aisément parce que la ville, elle était avant d'une autre couleur politique, elle est maintenant d'une autre couleur politique. Donc, à la limite, je ne pense même pas que ça soit un problème de gauche ou de droite. C'est un problème que sur ce pays de Montbéliard, il y a quelques difficultés, mais qui vont, je l'espère en tout cas, pouvoir trouver réponse pour que nous puissions faire les investissements possibles. Mais justement, parlant d'investissement, ça semble un petit peu étonnant qu'on puisse penser, imaginer, ne pas reconstruire un nouveau collège, ou en tout cas faire les travaux sur des collèges qui sont dans l'état de celui de Betoncourt et Seloncourt. Financièrement, écoutez, ça semble peu... Nous regarderons, quand nous aurons le programme avec le financement en face, vous avez vu le programme qui était, le montant des sommes qui était dédié au collège. Oui. Vous faites le calcul. Vous savez combien coûte un collège. Vous ne voulez pas en faire beaucoup sur le mandat. Donc voilà, c'est un autre choix qui a été fait. Là encore, vous avez votre position et puis nous avons la nôtre avec un autre choix. Et puis, je pense que cette programmation, elle va se faire avec la communauté éducative. Donc, personne ne sera... Les élus, bien sûr, hein, avec la responsabilité qui est la nôtre, mais aussi avec la communauté éducative. Monsieur Barbier ? Merci, Madame la Présidente. Rassurez-vous, on ne vous fait pas de reproches, on vous demande juste quelques précisions. Voilà. Ça vous a pas échappé, c'est bien Christine Corrène que vous avez en face de vous et pas Marie-Noël Biguinet. J'aurais répondu de la même façon, vous l'aurez compris. Mais j'avais noté la dernière fois que déjà que votre collègue Marguem prenait pour Barbara Romagnan, donc bon, on peut laisser passer certaines choses, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un regret de plus par rapport aux éléments exposés par mon collègue Rémi. Quand je vois une consommation d'énergie à hauteur de 3 203 000 €, je trouve dommage qu'il n'y ait pas une vraie volonté d'affirmer une rénovation énergétique qui, pour le coup, sont des investissements vertueux, qui pourraient être une priorité. On sait qu'aujourd'hui, il existe des systèmes d'isolation par l'extérieur, pour le coup, et je pense que ça doit presque être la trame, en tout cas la ligne rouge du programme de rénovation des collèges. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître tous les établissements du département, parce que je viens d'arriver, comme ma collègue Christine, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que miser uniquement sur une réduction de 9% due à une politique d'achat, ou alors de 7% par rapport à des tarifs proposés par l'UGAP, je pense que, j'ai toujours coutume de le dire, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Et c'est une orientation que j'aurais voulu voir apparaître. Alors peut-être que ça apparaît dans le tableau des investissements sur rénovation de certains bâtiments, mais en tout cas, ça se traduit par des chiffres et par une vraie volonté, justement, d'isoler tous ces bâtiments publics, souvent très énergivores. Et pour le coup, on s'aperçoit qu'un investissement est très très vite amorti sur le terrain des énergies avec les méthodes d'isolation qui existent aujourd'hui. Et on le vit dans certaines communes, personnellement au Audincourt, les investissements sur lesquels on s'est positionné en termes d'isolation par l'extérieur des bâtiments, que ce soit écoles ou bâtiments publics, ont un retour sur investissement quasi instantané en termes de consommation d'énergie. Voilà, donc j'aurais personnellement aimé voir une ligne peut-être plus forte dans ces propositions pour les collèges, sur ce point. Alors, pour être complète dans ma réponse, je crois qu'il faut, si nous partons dans ce domaine d'économie d'énergie, il faut penser l'ensemble de notre patrimoine départemental et pas uniquement les collèges, parce que je pense qu'on a un peu trop oublié le reste du patrimoine départemental. Je vous le dis comme je le pense. Pour avoir visité bon nombre de milliers de mètres carrés, parce que c'est ce qui nous appartient au département, en tout cas, cette collectivité. Sur les collèges, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc là, on peut imaginer que les choix qui ont été faits correspondent bien à des économies d'énergie et que nous sommes bien dans ce
conçu cela, je l'espère en tout cas. Pour le reste, je peux vous dire que je peux vous emmener dans beaucoup d'endroits où là, il n'y a personne dans ces bâtiments. Il n'y a pas eu de travaux depuis des années et des années. Et là aussi, on a une forte consommation. Donc moi, je ne mets pas d'un côté le patrimoine des collèges et le reste du patrimoine départemental. Nous devons, dans un esprit d'objectivité, considérer l'ensemble de notre patrimoine départemental. Voilà le complément d'information que je voulais vous faire. Et puis, vous savez que cette dimension que nous avons choisie, ben, écoutez, c'est la dimension de la majorité. Et nous allons, ça ne vous a pas échappé, reprendre une partie du patrimoine départemental hors collège qui a été négligé, je le dis comme je le pense, depuis des années. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix, voilà. Tu veux reprendre la parole ? Oui, juste pour vous dire qu'on est tout à fait en face sur effectivement le fait de rattraper, mais je pense que ça fait un nombre très conséquent d'années que le côté écologique et isolation des bâtiments publics n'a pas été pris. Donc je ne le prends même pas comme remettre la patate chaude sur l'ancien mandat. Je dis effectivement que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et je partage votre analyse, Madame la Présidente. Je dis simplement que commencer sur les collèges, ça aurait une belle symbolique. On y accueille des enfants. Les enfants au quotidien verraient que des bâtiments bien isolés consomment moins d'énergie. Mais le chantier est grand et je ne doute pas que vous avez entendu notre message. D'ailleurs, on est sur la même position. Voilà. Alors, je crois que... Rémi, tu veux reprendre la parole ? Juste une seconde pour dire que par rapport à ce plan, donc l'objectif était que tous les collèges aient vu le début de leur réhabilitation en 2020. Donc on aurait pu imaginer le faire, effectivement en gardant une somme relativement importante, c'était nécessaire. Sans doute, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, on aurait fait un choix différent peut-être au niveau de l'emprunt, peut-être à d'autres niveaux. Mais c'était vraiment l'objectif qui était affiché. Alors, pour répondre peut-être aussi à David, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'avait pas les moyens à ce moment-là de travailler sur le BBC et sur tout cela. L'objectif était que tous les collégiens du Doubs puissent, dans les meilleurs délais, avoir des conditions optimum. Et puis juste un mot sur ce long cours, c'est vrai que c'était celui qui était prévu après Quingé pour nous. On allait le faire avant Frane, j'espère que le maire ne le saura pas. Alors, la parole à Magali. Oui, juste pour reprendre très rapidement, par rapport au nouveau collège, enfin, la construction de collèges et d'avoir des collèges neufs, ou en tout cas réhabilités, on remarque quand même sur le terrain que, par exemple, moi, dans le canton Sochaux, qui a été réhabilité, arrive à saturation, parce qu'effectivement, énormément d'élèves y viennent. Il y a une vraie mixité qui s'est créée, alors que ce n'était pas avant le cas. Montbéliard, Loup-Blazer, qui est comme par exemple Betoncourt en ambition, enfin ambition réussie très plus maintenant, arrive bien sûr lui bientôt à saturation. Donc effectivement, on remarque quand même, et c'est important de le souligner, si les conditions sont réunies, s'il y a du matériel, si ce sont des collèges neufs ou en tout cas bien rénovés, la mixité sociale est plus accessible. Et ce qu'on constate, et on le constate sur le canton, c'est qu'effectivement, le collège qui est en difficulté, entre guillemets, sur le canton, c'est le collège de Betoncourt. Donc, nous avons, et je vous l'ai fait remarquer hier, donc je suis bien consciente qu'il y a plusieurs partenaires, et nous comptons bien évidemment sur vous, Madame la Présidente, pour nous aider à décider PMA, à ce qu'il y ait un nouveau collège et à ce qu'ils mettent un petit peu du fond. Je ne vais pas me tourner vers PMA pour l'instant, pardonnez-moi, on ne va pas faire le débat dans cette assemblée. Simplement, sur 2 minutes pour revenir sur le propos de Rémi, puisqu'on n'est pas du tout dans la polémique, on échange vraiment très très librement. Le collège de Frane, il y a vraiment beaucoup à faire. Et on est sur de la restructuration. Il y a vraiment beaucoup à faire. Moi, je n'ai pas l'habitude de céder sur la pression de pétitions ou de choses comme ça, mais je peux vous dire que là-bas, ça pousse très très fort parce que je m'y suis rendue de façon très informelle à Frane, parce que j'étais dans le secteur, donc rien n'était prévu, j'ai poussé la porte. Et c'est vrai qu'on m'a montré des choses, mais c'est à dimension, si vous voulez...
on ne demande pas un collège neuf. On demande de la restructuration des éléments qui permettent, moi je vous le dis très franchement, pour en avoir échangé notamment avec le principal que je connais bien. Il était adjoint à Montmiroir avant de partir à Frasnes. Des locaux bien équipés. Voilà ce qu'on nous demande, si vous voulez. Moi, on ne m'a pas demandé de collège neuf, ou alors j'ai très mal compris, mais en tout cas, sur la restructuration, elle sera faite. Après, au niveau des collèges, Vaugeaucourt, moi, je ne sais pas, je me tourne un petit peu... Oui, justement, voilà, ça a été un choix, quoi. Moi, je peux pas revenir sur les choix que vous avez faits. Vous me parlez du pays de Montbéliard, Vaugeaucourt est terminé, Loup-Blazer est terminé aussi, puisque j'y fais de nombreuses réunions dans la grande salle. Elle est très pratique. Et là aussi, après, si vous voulez, le débat de la mixité, moi, je ne veux pas l'entamer ce soir. On pourrait en reparler. Ah non, c'est pas ce que vous avez voulu dire, hein, Magali. Mais je dis, voilà, collège neuf propice à la mixité, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même un peu un souci, je ne sais pas, de choix dans ce pays de Montbéliard. Moi, je ne veux pas accuser Montbéliard ni PMA, l'essentiel est nouveau. Je veux dire, il y a eu 2 gouvernances. Et je me rends compte que là, on est un petit peu dans le dur, mais on va y arriver. On va y arriver, en tout cas, je l'espère fortement. Et puis, dans le PPI, l'ancien PPI, il me semble que Frasnes et Quingey avaient été là aussi inversés. C'est bien ça, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, là aussi, hein, on peut changer le fusil d'épaule. Voilà. Oui, il y a 3 bains galants, oui, je les ai vus, il y a 3 bains galants, il y a une incapacité sous le préau, il y a beaucoup de choses. Mais on pourra faire des choses en restructuration avec un coût qui devra être raisonnable et supportable. Voilà. Moyennant l'ensemble de ces données, on peut passer au vote. Donc, opposition ? Parfait. Abstention, il n'y en a pas, donc à la majorité de la majorité. Le rapport suivant, concernant les transports. Madame Branget. Merci, Madame la Présidente. Bon, comme vous le savez, et comme je l'ai dit ce matin, le domaine des transports est très impacté, puisque nous allons transférer la compétence à la région et que tout au long de l'année, nous allons devoir préparer ce transfert de compétences, mais également ce transfert de financement. Alors, malgré tout, il faudra poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2017. Eh bien, il faudra assurer le service, assurer le service public, assurer le transport scolaire. Alors, j'en viens rapidement quand même au budget, qui est un budget où il faut rationaliser les dépenses. Du moins, on doit faire ce que l'on peut en la matière. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de coûts incompressibles. Je dois dire que nous allons pouvoir tout de même, dans le budget en dépenses, avoir près de 5% en moins, 4,47 exactement. Et puis en recettes, ce sera à peu près équivalent. Vous aurez noté la convention avec la CAGB et les conventions, je dirais, avec la CAGB et PMA restent identiques. Il y a seulement le transport individualisé qui, effectivement, fait un petit bond en avant et nous sommes obligés d'en tenir compte dans ce budget. Pour ce qui est des transports de voyageurs, alors,
le transport de voyageurs sera maintenu, comme je vous l'ai dit ce matin pour la ligne A Express, la ligne B. Il y aura juste un changement pour la ligne C qui va fonctionner jusqu'au 30 juin. La journée commence à être longue, au 30 juin 2016. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous maintenons la tarification identique, c'est-à-dire 3 € ou 6 € le ticket. Et puis, nous aurons une inscription au budget à hauteur de 1 150 800 € exactement. Donc, pas de très gros changements. En ce qui concerne le transport scolaire, je le disais ce matin, plus de 30 000 élèves, 546 circuits. Et en ce qui concerne le transport scolaire, eh bien, de la continuité également, tout en renforçant, bien évidemment, la sécurité dont nous avons parlé, sécurité pour justement rappeler à l'ensemble des acteurs, que ce soit les transporteurs ou les élèves, eh bien, la charte de bonne conduite qui avait été établie, mais aussi toutes les actions qui seront à réaliser et à renforcer en matière de prévention. Et là, nous devons dégager des pistes. Enfin, nous en avons déjà dégagé certaines, mais nous allons en avoir quelques-unes qui vont arriver prochainement et mise en place certainement à partir de la rentrée scolaire de septembre 2016. Donc, je ne m'attarderai pas sur que ce soit le transport méridien ou individualisé, parce que je vous l'ai dit ce matin, transport individualisé aura trouvé une solution, bien que nous ayons une augmentation de budget qui n'est pas négligeable, qui est quand même de 83 000 € pour cette année, parce que 400 enfants sont justement tributaires de ces transports, et que, eh bien, c'est un coût pour la collectivité. Alors également, nous allons essayer de faire des efforts pour essayer de limiter les remboursements aux familles. Je sais que ce n'est pas très évident, mais malgré tout, nous ne voulons pas prendre en charge ou ne plus prendre en charge certains transports en dehors du périmètre du département. Je pense qu'il faut... les autres départements ne le font pas. Il peut y avoir des conventions entre départements, mais bon, nous allons essayer de réduire cette enveloppe budgétaire pour essayer de contenir l'enveloppe à 25 782 500 000 €. Donc, c'est quand même un budget assez important, avec une réduction de 4,1 uniquement sur les transports scolaires. Donc, comme je vous le disais, un peu plus de 4,47 exactement % en déduction au budget précédent. Donc, je vous demande d'inscrire sur l'imputation budgétaire correspondante cette somme de 25 782 500 € pour le transport scolaire ordinaire et individualisé, soit une diminution, comme je le disais, de 4,1 par rapport au budget primitif, dont l'impact de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires avait été surévalué, mais en progression de 0,35 % par rapport au montant du compte administratif. Donc, c'est pas trop mal. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Françoise. Rémi ? Juste d'abord pour rappeler que ce matin, j'ai eu des réponses aux questions que je voulais poser, donc ça, c'est une bonne chose. J'ai juste oublié ce matin un petit point, plus de prise en charge du coût des transports des élèves scolarisés en dehors du Doubs à partir de la rentrée là. Est-ce que c'est valable aussi pour les enfants de primaire et maternelle? On a un RPI qui fonctionne avec la Haute-Saône, du côté d'Abenant, Bournois
et Fallon. Donc, il faut qu'on les prévienne vite si on ne prend plus en charge. Je pense que ça s'adresse aux lycéens, puisqu'on avait préparé la fin en 3 ans, donc c'était réglé. Mais simplement, voilà, s'assurer que ça fonctionnera bien encore pour ce RPI. Et puis, dire que, bon, la baisse de 84% des indemnités aux familles, donc j'entends bien l'argument qui est donné par Françoise. Je dis simplement, faisons très attention aux enfants qui sont éloignés des plus proches points de rassemblement, que ce soit des enfants de primaire, de maternelle, de collège, là où le bus ne va pas, qu'on puisse continuer à aller les chercher, ou alors, puisqu'on ne va pas les chercher, pardon, excusez-moi, puisqu'on ne va pas les chercher, qu'on puisse indemniser quand même les familles, parce que là, on est vraiment dans du très, très rural. Et puis, un point très positif, c'est le maintien de la gratuité, donc nous voterons ce rapport. Bien, je vous en remercie. Juste pour te rassurer, sur les RPI, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien une prise en compte. En plus, on est sur des secteurs là très voilà, spécifiques. Hein, spécifiques. Et puis, concernant l'indemnité des familles, on les adapte à la réalité. Hein. Donc, il n'y a pas voilà, de préoccupation majeure à avoir par rapport à ça. Donc, on peut passer au vote, je pense. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, Monsieur Fagot, 303, sport et éducation populaire. Merci Madame la Présidente. Donc je ne reviendrai pas sur l'introduction que j'ai pu faire hier lors de la présentation du projet, notamment en ce qui concerne donc, les différents contextes, que ce soit loi NOTRe ou autre chose, et puis le recentrage, en tout cas, qui va se sentir dès ce budget 2016, donc autour de nos compétences solidarité humaine, développement humain et dynamique des territoires. Et en ce qui concerne aussi donc, les 3 axes de développement que l'on retrouve ici dans ce rapport 303, autour de la réussite éducative, l'attractivité et coopération des territoires, et puis l'inclusion sociale. Donc, il est proposé donc, en page 3 du rapport d'inscrire un crédit global de 2 516 000 € donc, sur le sport et l'éducation populaire, avec dans la réussite éducative 3 actions, le conseil départemental des jeunes, le sport pour tous et l'animation pour les jeunes. Donc, en ce qui concerne donc, la jeunesse, donc, bien sûr, hein, on le sait tous, c'est l'avenir bien sûr de nos territoires, et il convient bien sûr d'accompagner les jeunes et de leur donner les outils et les moyens de se construire pour devenir des citoyens de demain. Donc le conseil départemental des jeunes fait partie de cela, donc qui a pour objectif de favoriser d'une part l'expression et la démarche citoyenne, et d'autre part la mise en œuvre de projets en lien avec les priorités départementales. Donc 40 000 € ont été affichés sur ce point-là. Ensuite, nous avons le sport pour les jeunes avec 243 000 € qui sont affichés, répartis dans différents volets. Donc le soutien à l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, qui permet un accès au sport à coût réduit pour tous les collégiens volontaires. Et on pense également que par le biais de l'UNSS, ces jeunes peuvent avoir un accès, en tout cas ça peut les inciter à avoir un accès au club par la suite. Une aide aussi à la délégation départementale du Doubs et aux associations sportives des collèges pour les nombreux déplacements qu'ils sont obligés d'organiser pour se rendre aux différentes compétitions. Le Doubs Passeport, je ne vais pas revenir sur le Doubs Passeport puisqu'on en a déjà parlé longuement dans les différentes assemblées précédentes, donc qui permet à chaque bénéficiaire donc l'obtention d'un chèque de 25 € pour toute adhésion dans un club sportif dont le montant de l'inscription est égal ou supérieur à 25 €. Ensuite, nous avons donc l'aide à l'apprentissage de la natation donc pour les communes et communautés de communes, puisque ce sont quand même près de 8 000 élèves et 150 écoles qui bénéficient en tout cas de cet accompagnement-là, donc où nous avons un montant qui est inscrit. Ensuite, sur le 3e volet, c'est l'animation pour les jeunes, avec le soutien aux associations départementales de jeunesse et d'éducation populaire, donc les différentes AGEP. Donc, il est proposé en 2016 donc, de reconduire le soutien à ces structures selon les critères en place et répondant bien sûr à 3 objectifs suivants. Donc, soutenir leur fonctionnement, encourager donc, des actions de qualité et permettre leur développement avec un crédit légèrement diminué pour correspondre donc, au réalisé 2015 et bien sûr pour participer à l'effort des contraintes budgétaires. Donc, vous avez le montant qui est inscrit, qui est proposé donc, à l'inscription, donc 40 000 € donc, sur le conseil départemental des jeunes, 105 000 € sur l'UNSS, 75 000 € sur le Doubs Passeport, l'apprentissage de natation 63 000 € et le soutien aux AGEP 105 000 €.
Sur le deuxième axe, donc, qui est l'inclusion sociale, donc, avec deux actions donc, dans ce volet inclusion sociale qui est le plan sport santé et le plan insertion emploi. Le plan sport santé correspond donc au dispositif avec le REPOP où 9 000 € sont inscrits. Et ensuite, nous avons donc les comités départementaux, donc le soutien des comités départementaux à hauteur de 275 000 € qui, dans le cadre des soutiens qu'on peut leur apporter, il sera nécessaire de redéfinir les conditions d'attribution, par exemple, avec eux, avec un encouragement à fixer dans le cadre de contrats d'objectifs, notamment liés aux compétences sociales du département. C'est ce que j'ai pu dire hier par rapport aux jeunes qui sont éloignés du sport ou la valorisation du sport pour les personnes âgées. La valorisation du sport aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc là, il s'agit donc d'inscrire, en tout cas de travailler en relation avec les comités départementaux et puis bien sûr de travailler en lien avec les services sociaux, la MDPH et les assistants sociaux. Donc il est proposé de poursuivre la mise à jour régulière de l'annuaire des clubs valides accueillant les personnes handicapées. Et puis sur le plan insertion-emploi, donc la reconduite donc, du dispositif avec les vélogardes, mais Madame la vice-présidente Annick Jacquemet en avait parlé ce matin, donc puisqu'il y a des crédits qui sont dévolus sur ce sujet-là, donc sur la direction insertion. Et puis la renégociation donc, des conventions pluriannuelles pour se recentrer donc, vers des objectifs d'insertion emploi avec profession sport loisirs et le CRIJ, donc le Centre régional d'information jeunesse. Donc, tout cela, donc, il est demandé d'inscrire, il est proposé d'inscrire donc 284 000 € pour le plan santé sport santé et 127 000 € pour la renégociation donc des partenariats donc sur le plan insertion dont je viens de parler précédemment. Et le dernier volet qui concerne la vitalité et l'attractivité des territoires, 3 actions: le développement des sports nature, le soutien au sport de haut niveau et à l'événementiel et les contrats de territoire. Tout ceci donc pour un budget de 1 717 000 €. Donc le Doubs se caractérise par sa richesse, sa variété de son relief et de ses paysages propices au développement des sports nature et de plein air. Donc je pense qu'il est important de valoriser en tout cas cela. Donc 160 000 € sont proposés notamment dans le cadre des développements des sports nature et on le voit, ça se retrouve essentiellement donc sur le dispositif de l'apprentissage du ski. Il y aura un travail durant cette année donc 2016 pour la mise en place dès l'année 2017 sur le dispositif équivalent qui concernera donc le VTT. La valorisation aussi des trails, parce que je crois que ça fait aussi partie de notre spécificité. Nous sommes le premier département de France en termes de trails, puisque nous proposons et nous soutenons 17 trails sur notre territoire. Donc avec la création d'un événementiel en partenariat avec la Saline Royale d'Arquesnan. Donc je vous donne rendez-vous, si je ne dis pas de bêtises, le 2 octobre, puisque vous pourrez tous mettre vos baskets, puisqu'il y aura le trail des Deux Salines qui sera interdépartemental entre Salins-les-Bains et puis la Saline Royale d'Arquesnan. Donc, il est proposé d'inscrire 160 000 € sur le dispositif d'apprentissage du ski et puis de porter la réflexion donc, sur le VTT. Et puis la poursuite du soutien, donc le deuxième point, donc poursuite du soutien au sport de haut niveau et à l'événementiel pour 1 292 000 € avec les clubs professionnels, donc le sport de très haut niveau professionnel qui est un vecteur de communication pour notre territoire avec les 4 clubs que l'on accompagne, hein, que ce soit le FC Sochaux-Montbéliard, le SBF, le GBDH ou le club cycliste donc, du CC Etup. Bien sûr, comme j'ai pu le dire hier, la CTAP du deuxième semestre 2016, donc il y aura une discussion autour donc, de ces points précis. Les clubs de haut niveau amateurs, 55 clubs qui ont été aidés sur l'année 2015. Donc, il est proposé donc, de ne pas toucher aux critères en cours dans la mesure où la saison 2015-2016 donc, est sur le point de s'achever. Toutefois, il sera nécessaire donc, de retravailler en tout cas ces modes d'attribution pour vraiment mettre le mode projet vraiment au cœur en tout cas des échanges avec les clubs et puis peut-être de conditionner, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, de conditionner donc, une partie du soutien financier en fonction d'actions en direction de la cité, en tout cas qui correspondent à nos volets, que ce soit le sport santé, amener les jeunes en direction donc, du sport, ou que ce soit encore une fois l'intégration sociale. Et puis l'événementiel d'envergure et l'animation de nos territoires, hein, encore une fois, plus de 100 manifestations qui ont été aidées sur l'année 2015. Donc il est également proposé donc, d'accompagner donc, les événementiels qui apportent une notoriété à notre territoire. Les sportifs de haut niveau, donc là on est plus sur l'accompagnement individuel.
Donc, il est proposé donc d'inscrire un crédit pour honorer donc les 9 engagements contractuels, puisque c'était des engagements sur 2 ans, 2015-2016. Donc, que ce soit pour les jeunes ou les seniors. Donc, il est proposé bien sûr de reconduire cela. Et vous avez donc tous les montants donc pour 1 292 000 €. Et je terminerai donc ce dossier 303 sur les contrats de territoire avec les CTJ, les contrats de territoire donc territoriaux jeunesse, en relation avec les EPCI, donc qui concrétisent l'objectif d'afficher, de développer des actions d'animation de proximité en priorité avec les secteurs ruraux. Il consiste en un partenariat entre le département et donc ces groupements de communes. Et donc là, il est également prévu donc 265 000 €, mais aussi de travailler au plus près avec les EPCI pour de façon conjointe que l'ensemble des CTJ puissent travailler autour des axes, en tout cas portés par les deux collectivités, par les collectivités. Et puis les contrats de coopération de territoire, donc il s'agira donc sur l'année de 2016, donc là il n'y a pas d'inscription de crédit puisque c'est une réflexion qui est engagée sur 2016, donc de commencer à travailler, enfin s'il y a un crédit pardon qui est arrêté puisque nous allons l'expérimenter donc avec la communauté de communes normalement d'Amancé-Loulisons, puisque nous avons déjà un diagnostic qui est positionné sur ce secteur-là, donc il s'agira donc de travailler donc sur ce niveau dispositif qui permettra donc d'avoir une programmation territoriale plus ascendante et plus en coopération donc avec les territoires, donc que ce soit en matière donc de sport et de jeunesse. Là, je viens de vous dire une bêtise puisque j'ai fait l'inversion entre la culture et le sport. Donc il n'y a pas d'inscription sur le sport, il y a une inscription sur la culture, mais là donc c'est une réflexion sur la partie sportive au niveau donc des contrats de coopération territoriaux. Donc vous avez donc l'ensemble du projet de délibération, donc avec tous les montants, donc je ne vais pas vous les reprendre, qui sont inscrits donc en page 17. Merci Ludovic pour ce rapport. Beaucoup de choses dans ce rapport. Rémi Nappé ? Quelques interrogations. La première, c'est la baisse de 22% des crédits dans le domaine de la réussite éducative. C'est le sport pour les jeunes, l'animation jeune qui sont touchés. Si j'ai bien regardé avec ce qui se passait avant, c'est surtout l'UNSS qui va beaucoup voir baisser ses crédits. On regroupe ici les crédits qui sont donnés à la délégation départementale et ceux qui servent à financer les déplacements des jeunes le mercredi. Donc ça va compliquer la tâche sérieusement de nos collèges, puisque là on est sur notre compétence. Ensuite, disparition complète des aides individuelles aux sportifs de haut niveau. On finit, normal, puisqu'on avait un engagement sur 2 ans, donc on termine. Que ce soit pour les sportifs de haut niveau adultes ou pour les jeunes. Alors, simplement dire que ça a permis à beaucoup de jeunes du Doubs de passer dans la catégorie au-dessus en restant performants. Je pense à quelqu'un que notre DG connaît bien, Soline Lambolé, qui est aujourd'hui l'une des toutes meilleures cyclistes françaises. Je pense à Aurélie Chaboudès, je pense à Justine Bonnet qui fait du cheval. Toutes ces athlètes jeunes qu'on a aidés et pour qui ça a été un tremplin. Donc, on accordait 2 000 € 2 années de suite. Donc, qu'on supprime les aides aux sportifs de haut niveau, je l'entends. Si on avait pu garder cela, voilà, vous me parliez de propositions, si on pouvait garder au moins pour les jeunes, ça coûtait que 2 000 € par an. Et on en est des 3 par an. Ça coûte pas cher. De même, on est en année olympique, donc je n'ai pas vu de crédit. Je pense qu'il n'y a plus d'aide pour les gens qui vont aux Jeux olympiques et plus d'aide pour ceux qui obtiendront une médaille, puisque ça ne figure pas là-dedans. Bon, c'est un choix, il faut faire des choix, vous l'avez dit. Bon. Quelque chose qui m'interpelle un tout petit peu, on va demander aux comités départementaux de s'occuper des personnes âgées, faire du sport aux personnes âgées. J'en fais partie de ces personnes âgées et je me dis qu'on peut bien se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin que les comités départementaux s'occupent de nous. Donc, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Hein, donc, évitons peut-être de charger trop la mule. Sur l'événementiel, une diminution importante quand même. Hein, on passe d'1 280 000 à 1 200 000 à 1 280 000.
Bon, voilà, il faudra voir où l'argent peut être pris, sachant que j'ai bien lu qu'on allait donner priorité aux sports qui correspondent à une réalité dans notre territoire. N'oublions pas les autres, parce qu'ils participent aussi à l'animation et à l'économie de notre territoire. Ludovic a parlé à la fin du contrat de coopération territoriale. Je ne vais pas, pour l'instant, j'attends de voir parce qu'effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore clair. C'est normal puisque c'est une réflexion qui démarre. Un point, valoriser les trails. Alors c'est vrai qu'on on a une association d'outers de trail qui en organise plein. Donc ça me pose question, pourquoi est-ce que c'est nous, département, qui allons organiser le trail des Deux Salines? Je ne comprends pas très bien, c'est nous qui l'avons impulsé, je le sais puisque voilà, la Ligue d'athlétisme est concernée et j'ai les comptes rendus de réunion, et je sais surtout que ça va coûter cher, parce qu'aujourd'hui on donne 400 € pour un trail, et là, si j'ai bien compris, on va donner au moins 10 000 € qui n'apparaissent pas dans le budget, donc je voudrais savoir où on va les trouver. Et puis alors une question très pratique, pour terminer, sur les contrats territoriaux jeunesse. Aujourd'hui, on en avait un par Comcom. Regroupement des Comcom, un exemple, la Comcom qui va regrouper Rougemont, Clerval et les îles du Doubs, c'est 3 CTJ, et puis comme on accueille encore Arcé et des Andans qui viennent d'une autre Comcom, c'est 3,5 on va dire. Est-ce qu'on va garder les 3,5 ? C'est une question voilà, pour l'avenir. Donc sur ce rapport, on s'abstiendra. Ludovic. Alors, cher Rémi, cher collègue, bon, tu parles de personnes âgées. Il me semble que je t'ai vu au meeting Boxberger en basket et en short. Tu ne me semblais pas si âgé que ça à faire les allers-retours sur le stade, sur Montbéliard. Donc, bon, trêve de plaisanterie, je vais essayer d'apporter quelques réponses à tes questions. Concernant la baisse, quand tu dis sur la réussite éducative, sur l'UNSS, je l'ai pu le dire également aussi en commission, hein, nous sommes vraiment aussi au plus près, dans le cadre d'un budget raisonné et responsable, on est vraiment au plus près aussi du réalisé. Et si on prend sur ce qui a été réalisé donc en 2015 en ce qui concerne l'UNSS, il y a une baisse de 1,22% par rapport à ce qui est inscrit au BP. Donc on est vraiment au plus proche et ça n'impacte pas directement donc l'UNSS. Parce que juste pour mémoire, sur le BP 2015, on était à 117 000 €. En réalisé, il y a 103 000 € qui ont été faits, sont inscrits donc 105 000 € pour l'UNSS. On est sur une baisse de 1,22% en direction de l'UNSS. Donc c'est pour ça que je t'apporte quelques réponses par rapport à cela. Ensuite, sur ta question suivante, qui concerne donc l'aide aux sportifs de haut niveau. Effectivement, il y a des choix qui ont été opérés hein, dans le cadre d'un contexte budgétaire très contraint. Et le choix qui a été opéré, et tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'un athlète, pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait un club. Et sans club, l'athlète n'arrive pas à percer. Donc le choix a été fait de se focaliser sur les clubs. Effectivement, j'entends, hein, en tout cas moi je l'ai noté très attentivement, s'il y avait un effort à faire peut-être sur donner un petit coup de pouce aux jeunes, on regardera. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de soutenir les clubs parce que les clubs vont peut-être se retrouver aussi en difficulté. Et par les contraintes qui sont les nôtres, c'est la priorité qui a été donnée. Ensuite, sur la valorisation des trails, effectivement, on a impulsé en tout cas cette dynamique, puisque Madame la Présidente a souvent parlé aussi d'interdépartementalité. Je crois que c'était aussi un volet important. On a parlé également de décloisonner les politiques et de travailler entre la culture, le patrimoine. C'était quelque chose qui était intéressant. Donc effectivement, c'est coporté par différentes structures. Donc le département prendra sa part et ça fera partie de l'événementiel, puisque ça sera un événementiel. Donc ça sera pris bien sûr sur le budget événementiel. Sur les comités départementaux, donc ils ont aussi leur part à jouer hein, sur certains volets. On sait très bien que le mouvement sportif est en train de se réorganiser, hein, de par la loi NOTRe, mais aussi on sait très bien qu'il y a le niveau fédéral, qu'il y a le niveau ligue et qu'il y a le niveau club. Donc l'année 2016 va être aussi une année de discussion pour le mouvement sportif qui ne nous incombe pas à nous, mais qui incombe au mouvement sportif. Donc on verra, mais en tout cas sur 2016, il y a un accompagnement donc, sur les comités départementaux. Et puis pour terminer sur les CTJ, en tout cas, c'est bien la réflexion que j'ai pu faire hier, c'est qu'on a cette incertitude, un contexte, la loi NOTRe, mais les nouveaux périmètres des EPCI, et il va falloir effectivement qu'on se pose vraiment la question sur ces grandes communautés de communes, où il y a plusieurs CTJ, savoir comment ils sont répartis, pour pouvoir peut-être les répartir de façon plus équitable sur un territoire.
Merci Madame la Présidente. J'ai juste une question, page 303 sur l'événementiel. Qu'est-ce qui sera rediscuté en commission permanente? Alors, vous l'avez dit, je suis tatillon, mais c'est le critère de 10% de plafonnement du budget prévisionnel de la manifestation, ou c'est sur quelles conditions on pourrait juger d'un cas exceptionnel pour l'intérêt qu'il représente? Page 303. Voilà, vous nous dites qu'on rediscute... rapport 303, pardon, oula. Page 14. Désolé. Page 14. Événementiel d'envergure. Donc, à toute fin de ce qui est proposé, pour des raisons de contraintes budgétaires, il est proposé de réduire cette enveloppe budgétaire globale et par ailleurs, par exemple, de limiter le montant de l'aide départementale à 10% du budget prévisionnel de la manifestation, sauf les cas jugés exceptionnels pour l'intérêt qu'ils représentent. Et ce critère sera rediscuté en commission permanente. Donc, est-ce les 10% du budget prévisionnel de plafonnement ou sont les critères qui feront qu'on pourra juger un cas comme exceptionnel pour l'intérêt qu'il représente? Ludovic. Alors, effectivement, hein, on peut se rendre compte, et vous le verrez, mais on l'a déjà vu, hein, c'est que sur certains événementiels, on avait des décalages, des fois la subvention, en tout cas, enfin, l'accompagnement, parce que moi je ne parle pas de subvention, l'accompagnement du projet pouvait varier de 30-35% à des fois 2-3%. En tout cas, il a été dit de pouvoir plafonner en tout cas un maximum 10% du montant, donc du budget global de l'événementiel, effectivement, par rapport au projet et à l'attractivité du territoire sur certaines manifestations. Il sera discuté en commission permanente au regard du projet départemental, de dire que là, c'est de notoriété pour le territoire et que peut-être on sera au-delà des 10%. Donc c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de chiffré très science exacte, parce qu'on sait que des fois les chiffres nous enferment. Donc derrière, c'est pour se laisser aussi une latitude quand on supposera que cette... je vais vous donner un exemple, puisqu'on s'y est croisé l'année dernière, que ce soit sur l'événementiel à Villars-sous-Écaux, par exemple, de motocross. On sait très bien que si on le plafonne à 10%, ça sera compliqué, alors que c'est quelque chose de notoriété pour le territoire. Donc, voilà, il y aura une discussion autour de cela, mais en CP. Alors, moyennant toutes ces explications, réponses, vous restez sur votre position? Alors, opposition, abstention? Voilà. Donc, rapport adopté à la majorité. Le rapport suivant, 304. Ludovic. Merci Madame la Présidente. Donc c'est toujours donc sur là le rapport 304, donc c'est sur la lecture, donc avec trois axes de développement comme j'ai pu les présenter hier. Le développement donc de l'offre documentaire qui participe à la réussite éducative, l'attractivité donc des bibliothèques et du territoire qui favorise bien sûr l'inclusion sociale, et puis de l'autre côté donc l'aménagement du territoire. Juste pour rappel, donc la médiathèque départementale est ainsi chargée du développement de la lecture publique sur le territoire et plus particulièrement dans les communes de moins de 10 000 habitants dans leur projet donc de lecture publique. Il y a des missions donc, qui est soutenir l'offre documentaire, qui est de proposer des formations initiales et continues et qui est d'impulser une dynamique d'action culturelle favorable à la valorisation des collections et au renforcement du lien social. Et également de poursuivre donc, le développement des offres numériques tout en menant une veille sur les nouveaux supports dématérialisés. Pour l'ensemble donc, de ce projet, donc, il est proposé d'inscrire un crédit de 421 000 € avec plusieurs volets. Donc, le premier volet qui est l'aménagement du territoire et l'organisation au développement donc, du réseau. Donc, en dépenses et en investissement et en fonctionnement. En investissement, donc 20 000 € est proposé d'être inscrit au BP 2016 et 11 000 € en fonctionnement. Donc, en ce qui concerne donc l'aide à l'aménagement des bibliothèques, donc c'est l'accompagnement des communes et communautés de communes dans leur initiative de création ou de développement des bibliothèques structurantes et fédérées, donc notamment par rapport aux têtes de réseau, dans un souci de juste équilibre de l'offre sur le territoire départemental. Il va y avoir, comme j'ai pu le dire hier, un nouveau schéma départemental, et ça rejoint un petit peu ce que notre collègue Rémi Nappé nous disait jusque maintenant en ce qui concerne les nouveaux périmètres des EPCI, avec ce nouveau périmètre et donc avec nos bibliothèques dites structurantes. Donc il va y avoir vraiment un nouveau schéma qui sera mis en place et en discussion, mais en attente donc, de la validation donc, de ces nouveaux périmètres. L'aide à la création de l'emploi donc dans les bibliothèques, puisque la médiathèque soutient la création du premier emploi dans les bibliothèques dites intercommunales ou de vocation intercommunale.
avec une volonté donc de professionnalisation donc des équipes, qui est un gage de pérennité et d'attractivité donc de ces bibliothèques. Il n'y en a pas eu donc sur les années 2014 et 2015. Par contre, on devrait avoir donc sur l'année 2016 donc un accompagnement sur une bibliothèque structurante qui avait eu le jour donc en 2015. Donc il est proposé d'inscrire en investissement 20 000 euros et en fonctionnement un budget de 11 000 euros, notamment sur la création, donc l'aide à l'accompagnement au premier emploi. Le deuxième volet concerne le développement de l'offre documentaire des bibliothèques avec la politique d'acquisition, donc avec un montant donc, fixé au BP 2016 de 280 000 euros. Donc, la médiathèque s'est dotée en 2010 donc, des principaux outils de politique documentaire qui lui ont permis dès 2011 de renforcer l'adéquation de son offre aux attentes des bibliothèques et surtout de leurs usagers. Donc, en tout cas, cette expérimentation, en tout cas, qui a vu naître un service régulier par le biais de Mediadou, a connu une première progression en 2015 et donc l'offre a vocation à se développer en 2016 en diversité des ressources proposées, en particulier avec de nouvelles offres presse et musique. Donc il est proposé donc d'inscrire 280 000 euros et puis d'aller un peu plus loin sur l'offre numérique comme on a pu le présenter hier, notamment sur ce catalogue numérique départemental. Le troisième volet, qui est le renforcement de l'attractivité des bibliothèques, avec en fonctionnement, il est proposé d'inscrire 110 000 euros, en fonctionnement, en dépenses 110 000 euros. Donc, les bibliothèques sont le premier et le seul équipement culturel public dans la majorité donc, des petites communes. Elles permettent à l'ensemble de la population, quel que soit son niveau de ressources, d'avoir un accès gratuitement aux livres, à la musique, au cinéma et aux ressources numériques. Donc, vous avez le détail dans les dépenses de fonctionnement. Donc, le programme de formation à hauteur de 24 000 euros, de manière à pouvoir former donc, les salariés et les bénévoles donc, pour renforcer leur qualification. Le programme de soutien à l'animation des bibliothèques pour un montant de 21 000 euros. Et puis, le soutien aux actions en faveur de la lecture pour un montant de 65 000 euros pour soutenir donc, les initiatives des associations communes ou regroupements de communes pour la promotion de la lecture sur leur secteur de prédilection. Je vous fais grâce donc, de vous lire donc, tout ce qui est inscrit donc, en page 9, puisque je viens de le dire à l'instant dans le rapport. Merci Ludovic. La parole à Rémi Nappé. Oui, merci. Deux petits points simplement sur ce point-là. La baisse des acquisitions de 10%, 34 000 euros. On est sur une de nos compétences obligatoires avec la lecture, ça c'est clair. Simplement, voilà, veillons à ne pas trop diminuer l'offre qu'on va apporter, sachant donc que j'ai lu que les bibliobus allaient disparaître. C'est dans la logique de ce qu'on a fait, donc je ne conteste pas du tout, puisque aujourd'hui les bibliothèques locales peuvent commander et puis on les livre, donc ça va bien, et pas de problème par rapport à ça. Et puis simplement la baisse de 17 000 euros pour les actions en faveur de la lecture. Ce sont des associations avec des professionnels. Là encore, faisons attention de ne pas mettre en danger des gens au niveau de leur emploi. Spécialement. Non. Bon. On s'abstient là-dessus. Donc, on a bien entendu les différentes remarques par rapport à à la lecture. Pardonnez-moi. On peut passer au vote. Alors, en ce qui nous concerne, on s'abstiendra. D'accord. Donc, abstention pour la minorité, donc rapport adopté à la majorité. Rapport suivant, le 305 avec l'action culturelle. Alors, le rapport... Toujours Ludo, tu veux boire un coup? Non, ça va. Non, c'est bon, ça va aller. Alors, allons-y. Oui, pas de souci, pas de souci. Donc sur l'action culturelle, donc sur le rapport 305, donc également donc une compétence partagée. Donc le projet culturel départemental participe pleinement à la définition donc du projet territorial, donc qui s'inscrit donc que ce soit dans les solidarités humaines, territoriales, l'inclusion sociale, la réussite éducative, l'attractivité des territoires, avec une nouvelle méthodologie. Les trois actions que j'ai pu porter hier, à savoir la coopération, la concertation et puis l'action.
Donc, 3 volets également donc, dans cette partie. Donc, la réussite éducative, où il est proposé d'inscrire donc 876 000 € répartis sur 2 actions. Le schéma départemental donc, des enseignements artistiques et puis la généralisation donc, du parcours artistique et culturel du collégien. Donc, le schéma départemental donc, des enseignements artistiques donc, qui tourne autour des écoles de musique et puis autres conservatoires. Donc, comme j'ai pu le dire hier, avec un renforcement bien sûr sur les écoles dites structurantes parce qu'il y a une réalité en termes d'indicateurs sur ce point-là. Et puis la généralisation donc, des parcours artistiques et culturels des collégiens qui permet à l'ensemble de nos élèves donc d'avoir un parcours de la 6e à la 3e, et on a renforcé donc ce parcours artistique des collégiens, notamment sur le niveau 3e avec les sites mémoriaux, de manière à pouvoir avoir un parcours relativement complet. Donc 876 000 € donc, sont proposés à être inscrits donc, sur ce volet réussite éducative avec 633 000 € donc, dans le schéma départemental des enseignements artistiques et 244 000 € sur la généralisation du parcours artistique et culturel du collégien. Sur le volet 2, donc l'inclusion sociale, élément important, avec 10 000 € donc, qui vont être portés cette année avec un nouvel élément, qui est la mise en place d'un plan culture et d'inclusion. Très simplement, hein, c'est de pouvoir travailler avec des équipes volontaires dans les secteurs sociaux et désireuses de vouloir encourager leur public dans la pratique culturelle donc, dès cette année, donc, pour pouvoir aller chercher donc, les publics qui sont éloignés de la culture et de pouvoir les ramener donc, vers cela. Donc, c'est vraiment en toute transversalité et puis d'avoir vraiment une dynamique d'inclusion sociale sur ce volet vraiment culturel qui nous paraît important. Le 3e volet, qui est la coopération territoriale et l'attractivité du territoire, donc pour 1 200 000 € inscrits au BP 2016, avec 3 actions, le soutien aux arts vivants, les contrats de coopération culturelle de territoire et la mise en place donc, d'un nouvel événementiel 4 saisons. Donc le soutien aux arts vivants avec 3 types d'interventions, la création, l'animation et puis l'aide au développement culturel. Donc l'accompagnement bien sûr de nos structures et des différentes compagnies. Le contrat de coopération culturelle de territoire, donc avec l'erreur que j'ai pu faire tout à l'heure donc sur la partie sportive, où là, il sera bien inscrit donc 12 000 € pour 2016, de façon à travailler avec une communauté de communes, la communauté de communes d'Amancé-Loulisons. Bien sûr, on a déjà abordé cela avec donc le président de la communauté de communes. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà un diagnostic très précis de porter sur ce territoire. Et donc, ces contrats donc, ont pour objet de planifier vraiment une stratégie de développement culturel sur tout ce territoire-là, en fonction des attentes et des besoins donc, des territoires. Et puis, la mise en place d'un nouvel événementiel, donc 4 saisons, avec une première inscription dès cette année, donc notamment sur la saison numérique 25, qui est la promotion de la culture numérique, avec la création et des arts numériques permettant d'affirmer les usages du numérique, puisque c'est quand même notre compétence importante. En tout cas, c'est un des leviers importants, et je vois mon ami Denis Leroux est très content de tout cela. Donc, je suis content, Denis, qu'on puisse vraiment travailler ensemble là-dessus, mais il y a vraiment une importance, en tout cas, à être pilote et être de notoriété, être connu par rapport à ce qu'on peut faire autour du numérique. Et puis après, il y aura une déclinaison dès l'année 2017 sur les autres temps culturels qui seront installés. Donc 925 000 € pour le soutien aux arts vivants, 12 000 € pour le contrat de coopération culturelle de territoire et 65 000 € pour l'événementiel culturel qui permettra de faire la fin de la saison culturelle et d'engager la saison donc, du numérique. Eh oui. Oui, Présidente, je crois que je vais te fâcher encore aujourd'hui, mais voilà, je prends le risque quand même. Hier, j'ai posé une question relative à ce qui était écrit et qui est à nouveau écrit dans le rapport
tu sais, par rapport aux 10 ans et que ça avait atteint ses limites. Et puis dans l'édito de la saison culturelle de cette année, où tu écrivais « Succès qui ne cesse de grandir depuis quelques années, aussi bien du côté des collectivités que des artistes ». Alors, qui doit-on croire? Le rapport ou l'édito? Est-ce que ça veut dire que... Ah, les deux, difficile. Est-ce que ça veut dire que dans les éditos, on se permet de pratiquer la langue de bois ou bien autre chose? Voilà. Alors ça, c'était le premier point, mais tu me répondras, j'imagine, il n'y a pas de souci. Concernant le reste, toutes les lignes sont en baisse dans le domaine de la culture. Hein. J'ai repris ligne par ligne. C'est un choix, je l'entends, je le comprends. Vous avez fait ce choix-là. Toujours la même inquiétude, la baisse de l'aide au soutien aux arts vivants. Là encore, structures professionnelles, attention à ne pas mettre en danger des structures qui sont déjà toutes très fragiles. Et puis, juste signaler que l'événement Vivaldi, la 4 saisons, ça ne permettra pas, à la fin de l'année, d'irriguer une vingtaine de communautés de communes, comme ça avait été le cas ici. Ce sera une communauté de communes. Donc, on aura vraiment un déficit dans le monde rural. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, bien sûr, on votera contre ce rapport. Très bien. Sans pratiquer la langue de bois, édito à l'instant T, décision à l'instant T. Je crois que je te réponds en toute franchise et simplicité par rapport à ça. Et puis concernant les arts vivants, j'ai bien entendu ce qui était dit par les différents candidats, notamment au niveau de la culture par rapport à la région. Et il y a vraiment... sauf à ce que j'ai mal compris, mais en tout cas de la part de la présidente de Bourgogne-Franche-Comté, une véritable volonté, non seulement de maintenir, mais de renforcer son action au niveau de la culture, dont les arts vivants. Donc, normalement, si chacun tient ses engagements, il ne devrait pas y avoir de problématique par rapport à cela. Voilà. Donc, moyennant ce bref échange, puisque nous nous sommes largement exprimés les uns et les autres par rapport à ça. Oui, vas-y. Juste un petit point par rapport aux 4 saisons, hein, pour apporter une réponse à Rémi. L'ensemble du territoire sera concerné sur la forme d'appel à projet, c'est-à-dire qu'on se focalise, même sur le numérique, c'est-à-dire qu'on ne se focalisera pas sur un seul territoire. Le contrat de coopération culturelle de territoire, lui, il est focalisé sur une communauté de communes en expérimentation, et le démarrage du temps numérique, donc de la culture numérique, ça sera sur l'ensemble du territoire du Doubs. Donc l'ensemble des communautés de communes pourront bien sûr, si les structures le proposent aussi, s'inscrivent dans cette démarche-là, pourront bien sûr être irriguées sans aucun problème. Je pense que la précision est indispensable puisqu'il n'y a pas du tout d'abandon du monde rural par rapport à ça. C'est simplement le secteur précité qui permettra d'expérimentation et d'évaluation. Donc, moyennant ces quelques précisions, donc opposition. Vous voulez voter avec nous, cher ami? Très bien. Très bien. Allez, à la majorité. Allez, nous poursuivons avec le rapport 306, patrimoine culturel départementaux. Ludovic. Merci Madame la Présidente. Donc, sur le rapport 306, donc, vous savez que donc, depuis un certain temps, notamment depuis 1986, donc, il y a une loi donc, qui a opéré le transfert notamment des archives départementales donc, au département, avec une action donc, qui relève en tout cas de 3 actions, qui est de préserver ce patrimoine qui se trouve dans les archives, de communiquer aux usagers en tout cas ceux qui s'y trouvent, et accompagner les producteurs d'archives. Donc ça fait partie bien sûr d'une compétence obligatoire au niveau donc, des archives départementales. La valorisation de ce patrimoine permet aussi de répondre donc, à toujours nos 3 objectifs, que ce soit la réussite éducative, l'inclusion sociale, la vitalité et l'attractivité des territoires. Et il est proposé donc, dans ce rapport donc, 306 donc, d'inscrire 2 833 600
€. Donc pour rentrer après plus précisément donc dans les archives départementales, donc il y a une partie collecte qui est d'accompagner donc les producteurs d'archives sur les archives départementales, et il y a une partie conservation où là certains travaux de conservation nécessiteront certainement peut-être une externalisation quand on a de gros documents. Effectivement, nous ne sommes pas forcément en capacité de le faire, donc il y a une externalisation donc de cela. Il faudra également travailler sur la communication au niveau des archives, puisqu'il y aura des actions qui vont être menées pour faire connaître davantage les archives. Donc l'année 2016 verra l'apparition d'un nouveau volume de la collection documents en lien avec les programmes scolaires sélectionnés par l'ensemble des services d'archives de Franche-Comté. Donc il sera consacré aux 30 Glorieuses et comme chaque fois diffusé gratuitement au collège et au lycée donc, du département. Donc en ce qui concerne donc les archives, donc en page 6, vous avez donc il est proposé d'inscrire en dépense un crédit de 122 000 € avec la répartition que vous voyez et sur les recettes, puisque nous avons quand même l'accompagnement aussi de certaines structures comme la DRAC, donc l'État qui nous accompagne sur ce volet-là. Ensuite, sur le deuxième axe, qui est le patrimoine culturel bâti et gestion de la valorisation, la Saline Royale d'Arquesnan. Donc en investissement, donc vous avez vu qu'il est inscrit donc 100 000 € et en fonctionnement 1 414 600 €. Je ne vais pas refaire ce qui a été dit hier avec Lux Salina, la résidence d'artistes, donc avec la nouvelle programmation culturelle, puisque vous avez tous les montants qui sont inscrits et puis toute la définition et puis les différents partenaires en tout cas qui ont été sollicités. Sur le pôle Courbet, donc en investissement, il est demandé d'inscrire donc 39 000 € et en fonctionnement 1 400 000 €. Donc avec sur l'année 2016, donc Courbet et les impressionnistes, donc qui sera la grande exposition de cet été. Et puis un travail, donc on en a parlé hier autour du pôle Courbet et de l'animation, donc avec Flagey aussi notamment. Et sur les deux derniers points, donc le musée des maisons comtoises, où là, nous sommes toujours dans le cadre d'un syndicat mixte composé à part égale entre l'agglomération et puis le département. Donc il y a une stabilité au niveau donc, de l'accompagnement en fonctionnement de 340 000 € et en investissement donc, de 31 000 €. Et puis sur le patrimoine culturel bâti, donc ce sont nos deux chantiers d'insertion et puis le soutien aux différents réseaux, qu'ils soient musée des techniques et des cultures comtoises ou que ce soit les sites majeurs Vauban auxquels adhère donc, le département. Donc vous avez tous les montants, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, qui vous sont donnés en page 13 et en page 15. Merci Ludovic. Rémi Nappé. Oui, alors simplement pour dire qu'on ne va pas refaire effectivement l'histoire de ces 2 jours. Bon, pour nous, les 100 000 € à la Saline ne passent toujours pas, donc on s'abstient. Très bien. Donc, pas d'opposition. Ah, pardon. David Barbier. Juste un petit commentaire très rapide. Vous pourrez passer au vote dans quelques secondes. Voilà, en voyant moins 13% sur Musée Courbet, plus 20 sur la Saline, j'aurais tendance à dire qu'on déshabille Gustave pour habiller Jordi. C'est un peu restrictif, mais je le prends bien volontiers dans l'humour de ce soir. Donc, opposition ? Abstention ? Voilà, majorité de la majorité. De prendre le dernier rapport pour ce soir. Coopération internationale, Ludovic ? Merci Madame la Présidente. Donc on terminera donc sur la coopération internationale. Bon, je ne vais pas vous redire tout ce qui a pu être dit donc, hier sur le projet, puisqu'on retrouve la traduction du projet ici dans ce rapport donc, 307 sur la réorientation donc, de la politique non plus décentralisée mais maintenant internationale, la coopération internationale, avec la coopération en direction des pays européens et le fait de redynamiser donc, la coopération transfrontalière. Donc tout ceci donc, pour un montant de 68 000 €. Pas d'intervention sur ce rapport, on passe au vote directement. Alors, je n'en vois pas. Hein. Opposition ?
fait une belle journée de travail avec des échanges cordiaux, intéressants. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 9 h, sachant que nous sommes pris encore pour la journée. N'oubliez pas qu'il y a une commission permanente qui suit la fin du budget, l'émotion et ensuite donc commission permanente. Donc bon retour et à demain. Mais c'est pas ce